Bonjour, aujourd'hui nous recevons Vigdis Maurice Herrera. Bonjour. Soyez la bienvenue. Merci. Nous vous recevons dans le cadre des entretiens de la Glorieuse que nous publions tous les mardis depuis 9 ans. Voilà, alors vous avez 35 ans, vous êtes prof de chinois, vous êtes basé à Montpellier. Alors nous sommes connus en 2020 où nous avions été alertés par Anticorps. Il y avait une énorme affaire entre vous, la Chine, le rectorat, l'Institut d'Alzon et la politique locale. C'est bien ça? C'est exactement ça. Vous étiez... Oui, allez-y. Depuis, je suis plus prof de chinois. Donc, oui, vous avez démissionné de l'éducation nationale. Pourquoi? Parce qu'il y avait une histoire d'harcèlement suite à votre incarcération en Chine. Une histoire abracadabrantesque, comme disait Chirac. Donc, depuis un an, vous avez développé une plateforme de prévention, de diagnostic et d'orientation pour les victimes des violences conjugales. Exactement, qui s'appelle Opal.care. Donc, elle a été développée. Moi, entre-temps, depuis 9 ans, j'administre un site internet et des applications qui développent des outils pour enseigner les langues étrangères. Donc je ne suis pas du tout éloignée du numérique et de la tech. C'est vraiment le métier que j'ai développé depuis. Et je me suis rendu compte que la tech pouvait être aussi un excellent moyen pour faire de la prévention et pour pouvoir accompagner ces personnes-là de manière massive et immédiate, par rapport à un fléau qu'on peine encore à évaluer aujourd'hui, à accompagner, à prendre en charge. Alors au niveau politique, vous étiez sur la liste de Michael Delafosse en 2020. Bon, vous n'avez pas été élu parce que vous étiez un petit peu loin sur la liste. Vous allez continuer à faire de la politique? Alors, je pense qu'on peut faire de la politique de plein de manières, et notamment en s'investissant dans la vie locale. Donc, s'investir comme je le fais, à titre personnel, je trouve, sur les droits des femmes, les violences faites aux enfants, les violences sexuelles, et bien, à mon sens, je fais de la politique et bien au-delà de certains critères plus traditionnels, droite, gauche, extrême, pas extrême, etc., parce que ça concerne tout le monde. D'accord, donc avant de passer aux questions, on va présenter la une du prochain numéro de La Glorieuse. Alors, le sujet, c'est l'immobilier, les folies, c'est fumeux. À la folie architecturale, passionnément pour Delafosse, pas du tout pour les investisseurs. Voilà, ça c'est notre sujet de une. On revient sur les municipales 2026. Sébastien Cotte mènera la campagne de Michael Delafosse. Vous êtes au courant? Non. Et on revient aussi sur le phénomène qui traverse un peu la politique actuellement, c'est les gueux des contestataires. Voilà, un grand sujet là-dessus. Et on revient sur Telade, donc qui la semaine dernière était à votre place, et assaisonné, place gratuite, Parc Rimbaud, Collège des Écossais, etc., etc. Voilà le programme du prochain numéro. Vigdis. Donc vous nous avez expliqué pourquoi vous avez monté ce site. Quel a été le déclencheur? Le déclencheur, comme bien souvent les femmes qui s'investissent sur la cause des violences conjugales, c'est bien souvent pour empêcher que d'autres personnes vivent ce qu'elles ont vécu. Et moi, le déclencheur, ça a été ça. Ça a été un long processus entre qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que j'en sais maintenant, et qu'est-ce que je sais faire, et qu'est-ce que je peux en faire. Vous avez été déjà agressé? J'ai vécu des années de violence conjugale, en effet, et comme un grand nombre de femmes, j'ai mis du temps à comprendre que ce que je vivais, c'était des violences, parce qu'en fait, quand on vit avec quelqu'un qui nous emmène dans sa normalité, à savoir un comportement violent, qui nous explique que c'est de notre faute, qui nous explique que c'est de l'amour, etc., etc., eh bien, en fait, on est enfermé dans un système dont on ne peut pas s'échapper si facilement. Et en fait, ça demande beaucoup de recul pour pouvoir partir, et bien souvent, c'est très très tard par rapport aux aides, par rapport à l'impact que ça a, etc. Donc Opal a été pensé pour pouvoir réagir le plus tôt possible dans ce début de relation violente et jusqu'à le départ précipité. Quels sont les signaux faibles qui annoncent le début de la violence conjugale? Moi, comme je le dis toujours, c'est
déjà, j'apprécie parce que vous ne parlez pas de femmes battues. Je ne supporte pas ce terme parce que ça induit que la violence, elle est uniquement physique. Et comme je le dis à chaque fois, c'est que une femme victime de violence physique, ça veut dire que il y a derrière un agresseur qui a pris l'autorisation d'être violent physiquement avec elle. Et comment on prend cette autorisation? Par de la violence économique, par de la violence psychologique, par de la violence verbale, etc. etc. Alors que on nous répète, on nous rabâche au niveau de la prévention que à la première gifle, il faut partir, etc. La première gifle, c'est pas du tout le signal faible. C'est le découlement d'un long processus qui a commencé bien avant. Alors, quels sont les premiers signaux? Eh bien, de la dévalorisation, de l'empêchement dans une carrière professionnelle, de la minimisation de certains actes, des vexations. Par exemple, un contrôle aussi de ce que fait la personne. Ça va être de toujours vouloir savoir où elle est, avec qui, qu'est-ce qu'elle fait. Et puis il y a évidemment les violences sexuelles qui sont du même ordre que les violences physiques. Quand on en arrive à commettre des violences sexuelles sur sa partenaire, c'est qu'on a pris l'autorisation de le faire. Et tout ça, c'est très bien étudié maintenant. Ça s'appelle le contrôle coercitif. Le contrôle coercitif, ça s'assimile à une dictature, en fait. Les chercheurs le qualifient ainsi, une dictature de l'intime. Et du coup, tous ces mécanismes qu'on connaît sur les personnes qui ont une attitude de dictateur, ça se retransfère à la sphère familiale et c'est extrêmement compliqué d'en sortir. Est-ce que la société est prête à accueillir la parole? Je dirais oui et non. La semaine dernière, je lis dans la presse dans la presse locale que en 4 jours, il y a eu 7 affaires de violence conjugale à Montpellier. Alors, déjà, il n'y a pas eu que cette affaire. S'il n'y avait que cette affaire sur une ville de 300 000 habitants, ça serait génial. Et dans certains articles que j'ai pu lire, il est écrit que certaines étaient bien réelles et d'autres imaginaires. On n'est pas capable à l'heure actuelle de reconnaître la parole d'une victime, de l'écouter et de l'entendre. Même la police, bien souvent, parce qu'il y a un gros défaut de formation. Et on vient donner des jugements parce que c'est classé sans suite, parce qu'il y a des défauts de formation. Et on vient dire que c'est imaginaire. Dans la presse locale, ça me semble complètement hallucinant. Et donc, il y a des gens qui se battent pour que les choses évoluent. Ça a évolué, c'est factuel, mais ça n'évolue vraiment pas assez vite. Est-ce qu'on a l'impression que ça coûte plus cher parfois de dire qu'on est victime de violences que de commettre les violences? Moi, comme je le disais à chaque fois aux policiers qui me recevaient et qui me disaient « Vous avez l'air en forme aujourd'hui, Madame Maurice Herrera », je disais en fait, tant que mon agresseur est libre, c'est moi qui suis en prison. Et je le ressens vraiment comme tel. Donc, quand on a 96% des violences sexuelles qui sont classées sans suite, des plaintes pour violences sexuelles qui sont classées sans suite, et un peu plus de 80% des plaintes pour violences conjugales, ça coûte pas vraiment très cher d'être violent avec une femme. L'anonymat, c'est important? C'est-à-dire l'anonymat de qui? L'anonymat du témoignage, l'anonymat de l'accueil de la parole. Alors ça dépend dans quel contexte, parce que quand on parle à visage découvert, on va libérer la parole d'autres personnes, on va les aider à prendre conscience de ce qu'elles ont pu vivre, de ce qu'elles vivent, ou s'empêcher des situations à venir. Donc ça c'est extrêmement important, mais c'est vrai que quand on commence à prendre conscience de certaines choses et que on commence à les analyser, on a besoin de cet anonymat et on a besoin de pouvoir d'abord explorer en liberté sans s'exposer avant de pouvoir commencer à parler. Et ça, c'est très important. Il y a un autre sujet de violence, c'est la génération du proxénétisme des mineurs. Alors, c'est la génération Snapchat, le Louboutin, paillettes, vie un peu précaire, des jeunes, des ados. Est-ce que c'est...
Parce que bon, vous parlez de violence des femmes, est-ce que vous comprenez la spécificité des causes? Il y a les enfants, les ados, les femmes, les étrangers, les homosexuels. Est-ce que nous sommes tous égaux? Alors, dans les textes, on l'est tous. Dans la réalité devant la loi, je suis un peu moins certaine. Par contre, vous parlez de proxénétisme des mineurs, on parle bien souvent d'adolescentes, et derrière ces histoires d'adolescentes prostituées, on a bien souvent un proxénète qui est souvent le conjoint. Donc, et c'est un sujet qui m'interpelle très particulièrement, vu que dans mon cas précis, mon agresseur a été sous le coup d'une enquête pour proxénétisme. Parce que quand on est, et ce n'est pas un adolescent, je tiens à le préciser quand même, quand on place la culture de la sexualisation, de la sexualité, de la vente de contenu sur Internet au cœur de tout, qu'on soit adolescent ou adulte, eh bien ça implique un comportement de proxénète. Ça ne veut pas dire que j'ai cédé à un comportement de proxénète, ça veut dire que j'ai vécu de l'intérieur le fait d'être harcelé par son conjoint pour vendre des vidéos sur Internet. Ouais. En étant une adulte, alors j'imagine très bien ce que ça peut faire sur des jeunes filles adolescentes en pleine construction dans leur première relation amoureuse. Alors, qui dit violence aux femmes dit féminicide. Je crois qu'il y en a 55 en France depuis le début de l'année. Tout à fait. Dans l'Occitanie, vous avez des chiffres? En Occitanie, il y en a eu 3, dont 2 dans l'Hérault depuis le début de l'année. L'autre a eu lieu en Aveyron. Dans l'Hérault, c'est Élise et Cathy qui ont été tuées par leur conjoint. À Montpellier? Murviel et à proximité de Béziers. Est-ce que les plaintes sont en augmentation ou est-ce que ces violences aux femmes sont en régression? Alors globalement, en France, je ne saurais dire s'il y a une augmentation ou une régression. Par contre, le fait d'en parler fait qu'il y a plus de gens qui les dénoncent. Chaque année, le ministère de l'Intérieur publie une étude sur le nombre de plaintes qu'il y a eu, etc. L'année dernière, donc sur les statistiques de 2023, on a eu 271 000 plaintes. Ça ne veut pas dire qu'il y a eu plus de violences que l'année précédente où il n'y en a eu que 244 000. Ça veut dire qu'il y a eu plus de dépôts de plaintes. En 2022, donc quand on était à 244 000 plaintes chaque année, le ministère de l'Intérieur établissait qu'une victime sur 4 déposait plainte. En 2023, les derniers chiffres à jour, vu que c'est à chaque fois novembre pour l'année précédente, on est à 14% des victimes porteraient plainte selon le ministère de l'Intérieur pour 271 000 victimes. Ce qui nous amène pour la seule année 2023 à 1 900 000 victimes de violences conjugales en France. Comment on devient membre d'une association contre la violence aux femmes? En y adhérant. On n'est même pas obligé d'y adhérer, on peut aussi faire des dons parce que les associations ont besoin de ces dons pour fonctionner. Et les violences conjugales, au lieu d'être... c'est pas seulement un problème personnel qui concerne la victime, ses enfants, sa famille, c'est quelque chose qui irradie parce que ça représente beaucoup d'argent public. Et il y a une étude qui a été faite, alors c'est seule sur le sujet, date de 2006, elle estime que une victime de violence conjugale, enfin un agresseur qui cause des violences sur une femme, est responsable de 68 000 € d'argent public dépensé, que ce soit pour l'employeur de la victime, en frais de santé, en frais de justice et en frais sociaux. Je vous laisse faire le calcul, 1 900 000 fois 68 000 €, ça fait beaucoup d'argent public. Si on se cale juste sur Montpellier, avec 300 000 habitants, statistiquement on a 30 000 victimes de violences conjugales, à peu près 54 000 enfants co-victimes, si on compte 1,9 enfants par femme, etc. 30 000 fois 68 000 €, ça fait toujours beaucoup d'argent. Et c'est nous qui le payons. Donc, donner aux associations qui luttent contre les violences faites aux femmes, qui accompagnent les victimes, ça contribue en fait à améliorer la situation de tout le monde. Parce que déjà, on ne sait pas quand ça peut nous tomber dessus, si ça peut nous tomber dessus, des personnes qu'on aime, mais globalement, c'est étudié, tout ça est chiffré. Moi, ces chiffres m'intéressent beaucoup. 1 € dépensé en prévention,
c'est 82 € d'argent public économisé à la sortie. Y a-t-il des profils différents parmi vos adhérents? Alors, nous, on n'est pas une association. Opal n'est pas une association. On est une entreprise. Parce que nous, on s'est placé dans un positionnement qui est d'ouvrir notre outil gratuitement. N'importe qui y a accès. Et les utilisatrices d'Opal et les utilisateurs, parce qu'on genre en fonction de qui répond à notre questionnaire, et on apporte les réponses en fonction de qui répond à notre questionnaire, mais peu importe. On n'en fait pas un produit. Notre produit, ce n'est pas les réponses, ce n'est pas les gens qui répondent à notre questionnaire. Nous, on va accompagner les collectivités et les entreprises à mettre en place des solutions efficaces, actionnables immédiatement pour les salariés ou les contribuables d'une commune. Est-ce qu'il y a des obligations des mairies envers les violences aux femmes? Alors, je ne connais pas les textes avec précision, mais évidemment qu'il y a des obligations vis-à-vis des citoyens et des citoyennes. Et à ce titre-là, les mairies mettent plus ou moins de choses en avant. C'est des choses dont on parle de plus en plus. Là, par exemple, il va y avoir le Salon des maires de France, comme il y a chaque année. Eh bien, ils nous ont sollicité parce qu'en fait, on est dans l'air du temps par rapport à ce sujet de société dont on parle de plus en plus. Parce qu'à Montpellier, là, il y a eu... on est passé du relais Maguelone au dispositif Angela. On s'en est un peu moqué dans le journal. Pourquoi Angela, Maguelone, enfin voilà. C'était pour que les femmes qui soient harcelées dans la rue puissent rentrer dans un commerce et signaler. Vous en connaissez l'impact de ces mesures? Je ne connais pas l'impact de ces mesures et moi ce genre de dispositif qui j'espère qu'ils sont voués à disparaître en fait. Parce qu'en fait, le problème, c'est pas de trouver des commerces dans lesquels on peut venir se réfugier, c'est de faire en sorte que les femmes n'aient pas à se réfugier dans des commerces pour se mettre à l'abri. Le fond du problème, il est là. Tout comme mon outil, j'espère qu'un jour, il va disparaître parce qu'on n'en aura plus besoin. Donc vous ne savez pas combien ça coûte d'argent public? Je ne sais pas combien... Le soutien au harcèlement des femmes à Montpellier? Je ne sais pas. Je ne sais pas quel budget. Je ne sais pas quel budget. Voilà. Alors oui, j'ai une question importante. Est-ce qu'il y a plus de harcèlement dans les villes ou dans les campagnes? Dans les métropoles ou dans les... C'est plus paisible dans les petits villages? Non, par contre, les statistiques, c'est que la moitié des féminicides ont lieu en campagne. La moitié, donc ouais. C'est 50-50. Ouais, sauf qu'il n'y a pas 50-50 au niveau de la répartition de la population. D'accord. Est-ce que la justice amène une réponse qui est à la hauteur? Parce que quand on voit que, bon, peut-être que je me trompe, mais vous allez me dire, vous allez préciser peut-être, que souvent c'est des anciens conjoints qui ont été mis à l'écart, peut-être au frais comme on dit, et qui ensuite ressortent et qui commettent des féminicides. Est-ce que la justice est à la hauteur? Bah, dans un peu plus d'un tiers des cas de féminicide, les femmes avaient porté plainte et il ne s'est rien passé. Voilà. D'accord. Donc la justice n'est pas dissuasive. Et dans les peines, dans les peines... Vous savez quelle est la peine moyenne hormis crime? Non. 5 mois. D'accord. Et statistiquement, en fait, alors j'ai eu à faire ce calcul parce que j'aime beaucoup les chiffres. Sur 100 dépôts de plainte, il y en a 15 qui vont arriver devant un juge, parce qu'il y aura des classements, il va se passer plein de choses. Il y en a 15 qui vont arriver devant un juge, et il y a un peu moins de la moitié qui vont donner lieu à une condamnation. Et la condamnation moyenne en France, c'est 5 mois. Est-ce que les compagnies d'assurance prennent en charge les frais juridiques? Pas toutes. AXA, oui. Et AXA, ça va être Juridica, ça va être... voilà. Il y a plein d'autres noms. Alors c'est quel genre de plainte? C'est plutôt des violences sexuelles ou des violences physiques? Ils ne demandent pas. AXA, en tout cas, ne demande pas. Il n'y a pas de... si c'est par rapport aux assurances, il n'y a pas de demande. Ils ne demandent pas de détails. Encore, par contre, au niveau des plaintes, en France, on a 64% de plaintes pour des violences
physiques. On a 4% de plaintes pour des violences sexuelles et 20% de plaintes environ pour des violences verbales et psychologiques. Il faut savoir que nous, par exemple, on a 10 000 personnes qui ont répondu à notre questionnaire. Alors, on ne fait pas commerce des données, on les utilise pour interpeller les pouvoirs publics, le Sénat, etc. Sur les 10 000 personnes qui ont répondu au questionnaire sur Opale, on va avoir 55% des femmes qui ont répondu qui sont victimes de violences sexuelles. On est à peu près à 70% pour les violences physiques, donc on est globalement raccord avec les dépôts de plaintes en France, mais nous on a 55% de plaintes, de témoignages de violences sexuelles. Alors quelle est la cause de l'écart entre 4% de plaintes et 55%? La honte, parce que c'est des sujets qui sont encore tabous, une culture du devoir conjugal qui est très prégnante, c'est 1992 qu'on a supprimé le devoir conjugal du code pénal, et puis un manque de formation des forces de l'ordre qui reçoivent les victimes de violences conjugales quand on vient déposer plainte pour des violences sexuelles, ce qui est mon cas, dans un cadre conjugal, de manière tout à fait déplorable. D'accord. Moi, pour m'expliquer la différence entre mon histoire et un vrai viol, le policier m'a lu la plainte d'une femme venue le matin même. Il a ouvert la plainte de la femme et il me l'a lu en me disant, vous voyez madame, ça c'est un vrai viol. Bon, heureusement que ça ne s'arrête pas à ça et qu'après il y a eu d'autres personnes et que je suis rentrée dans l'art pour que ma plainte passe le cap de juste ce monsieur-là, mais j'aurais jamais dû avoir à subir ça. C'était à Montpellier. Et c'était il n'y a pas très longtemps. Manque de formation de la police? Oui. Et manque de formation de la société aussi dans son ensemble. Parce que tout le monde connaît une victime de violence sexuelle. Tout le monde a entendu des histoires. Mais personne ne connaît d'agresseurs sexuels. On ne veut pas voir ces choses-là. Comment est financée votre application? Par nos clients qui sont les communes et les entreprises. Parce qu'en fait, pour les entreprises, il va y avoir des obligations légales dans le Code du travail au niveau des risques psychosociaux. En fait, les entreprises doivent empêcher les risques psychosociaux. Quel est le plus grand risque psychosocial pour une femme, avec une femme sur 6 en âge de travail victime de violences conjugales au cours de sa vie? Ben, c'est celui-là. Et plus on va faire de prévention, plus on va accompagner, plus on va faire en sorte que les conséquences des violences conjugales, et notamment économiques et psychologiques, ne soient pas un sujet. Et donc que ça n'ait pas d'impact sur le travail. Et également pour les communes qui travaillent avec nous. Et les violences faites aux hommes, on n'en parle pas? Alors les violences faites aux hommes, nous on en parle. On a dans notre questionnaire, nous on accueille la parole de n'importe qui. Un homme peut venir faire le questionnaire, qu'il soit en couple avec un homme ou une femme, peu importe. Et nous on va le diriger vers les structures opportunes. On ne va pas envoyer un homme vers un CIDFF qui n'est pas compétent pour prendre en charge un homme. Il y a des structures qui le sont. Donc nous on les accompagne. Mais ça reste quand même minoritaire par rapport aux violences faites aux femmes. C'est de quel ordre? On est à 14% de plaintes en France qui concernent des hommes et 86% qui concernent des femmes. Est-ce qu'il y a une même loi qui condamne toutes les violences ou... La loi n'est pas genrée. D'accord. Elle ne va pas être genrée. Par contre, elle va avoir du mal à identifier, à l'heure actuelle, on a encore du mal à identifier l'origine et la source des violences. Donc, par exemple, dans les femmes qui vont être condamnées pour des violences conjugales, c'est bien souvent parce que ce sont des violences réciproques. Donc, elle a répondu. Voilà. Très bien, je vous remercie pour cet entretien. Merci.